Retrouvez votre programme cinéma avec O2. Chez O2, on se contente pas juste de garder les enfants. On fait des activités avec eux pour les éveiller. Si vous cherchez une nounou, ne regardez pas dans les petites annonces. Contactez O2 et vous trouveront la nounou parfaite pour votre famille. Monsieur Potter. C'est pourri, gamin. À la boulette. Mon précieux, mon trésor, c'est trop calme. Eh ben, nous aussi, on a bien aimé. C'est à quai. Il est protégé par la force. Amis cinéphiles, bonsoir et bienvenue dans l'émission Cinéma. Ravi de vous retrouver pour parler justement des films à l'affiche et vous donner notre point de vue justement. Ils sont là pour vous dire tout ça, un avis critique ce soir avec Jean-Luc, Cécile, Benoît et Jérôme. Merci à tous les quatre d'être là. Merci à vous également de nous rejoindre sur l'antenne de Vosges Télévisions. Au sommaire ce soir, je vous propose, mais écoutez, dans un premier temps, de parler chiffres avec le box-office des Ciné-Palaces d'Épinal. Ensuite, nous parlerons du retour de James Bond, Mourir peut attendre. François Ozon s'invite autour de la table ce soir avec Tout s'est bien passé. Quelques news cinéma. Vous allez avoir la possibilité également de gagner un autre jeu, vous allez le voir, ça peut tomber à n'importe quel instant et vous allez pouvoir jouer pour gagner 2 places de cinéma. On parlera ensuite du film Les Intranquilles avec Leila Bekti. On parlera rapidement en fin d'émission du film Candyman et du Sommet des Dieux. Et enfin, avant de se quitter, un petit tour des salles vosgiennes avec les événements avant-première à voir. On en reparle tout à l'heure. Allez, c'est parti avec ce fameux box-office. Et en troisième position, c'est Pourri gâté, le film réalisé par Nicolas Cuche qui enregistre 873 entrées pour 4 semaines d'exploitation, film avec Gérard Jugnot entre autres. En deuxième position, c'est le film de Denis Villeneuve qui s'accroche. Dune est toujours là avec Timothée Chalamet au casting. 1370 entrées pour 4 semaines d'exploitation. Le film marche très bien, mais celui qui rafle tout, c'est 007 James Bond. Pour seulement 5 jours d'exploitation, plus de 932 entrées déjà enregistrées. Et justement, sans transition, on va en parler de 007. Il est de retour, Daniel Craig, pour ce 25e volet. Le dernier pour lui. Donc Mourir peut attendre. Est-ce que ça vaut le coup? On va le savoir. On regarde la bande-annonce et on en parle juste après. The past isn't dead. James, fate draws us back together. Now your enemy is my enemy. His name is Safin. And what does he want? Revenge. Me. When her secret finds its way out, it'll be the death of you. You can imagine why I've come back to play. Et voilà, James Bond est de retour. Alors, est-ce que cet ultime volet avec Daniel Craig dans le célèbre costume de l'agent espion 007, ça fait recette, ça cartonne, ça fonctionne. Côté note Allociné pour le public, c'est plutôt bien noté, 3,8 sur 5. Ça suit la moyenne des autres films avec Daniel Craig. Et côté presse, c'est un peu en dessous, 3,1 sur 5. Alors est-ce qu'ici on pense un peu la même chose? Est-ce que vous avez aimé ce dernier et ultime volet avec Daniel Craig, Jean-Luc? Bah écoute, le cahier des charges est respecté déjà, 6e opus, 25e James Bond. Après, la première heure est fantastique. Je trouvais que la réalisation des scènes d'action sont vraiment très bonnes. Donc là, on rentre dans l'action, on est là, James Bond est là. Et après, on a un côté beaucoup plus crépusculaire, beaucoup plus libidineux, beaucoup plus fade, parce que finalement, dans le James Bond, ce qui compte, c'est les méchants. Et je trouvais qu'il y a vraiment une carence chez les méchants. Il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est-à-dire qu'il y en a 2 maintenant. Et en plus, tu te dis, mais où ils nous mènent? Alors, évidemment, le personnage est toujours crépusculaire. L'ambiance est romanesque, romantique, mais ça ne colle pas à James Bond. J'ai l'impression qu'il est un peu fade, un peu engossé. Il a 53 ans quand même. Je dis son âge, il faut le dire. Mais les scènes d'action, à un moment donné, ce qui est étonnant, c'est qu'il reste tout le temps debout. C'est-à-dire qu'il peut tuer avec une balle 4 personnages, mais lui, il reste toujours debout. Alors, on voit toujours ses défauts par rapport aussi à se dire, mais James Bond, il n'a plus l'envergure, il n'a plus la posture qu'il pouvait avoir. Et je trouvais que Léa Seydoux, dans ce film-là, est pareil, est complètement
évanescente, elle virevolte, mais elle ne joue pas. Voilà, moi je pense qu'il manque quelque chose. Alors évidemment, ce film, il est complètement politiquement correct, mais on rentre maintenant dans les codes. C'est dans les codes, hein, ça c'est clair. Voilà, donc on en est là. Mais 2h40, c'est long. Moi, j'ai quand même pris du plaisir parce que je voulais aller jusqu'au bout, je voulais apprécier déjà. Je me dis 2h40, ben d'une, il fait 2h35, tu vas voir le Seigneur des Anneaux, ça fait 3 heures. Enfin, des tas de films maintenant font 3 heures. Donc, il ne faut pas donner l'excuse parce qu'il est long. Après, Non, c'est une question de plaisir et une question aussi de se dire jusqu'où on peut aller avec James Bond. Mais à un moment donné, effectivement, la première heure est subtile, la deuxième, beaucoup moins, et puis après, ben, ça tarde. Voilà. Justement, le méchant, tu dis, c'est Rémi Malek. Hein, Oui, qui Rémi interprète, Malek, on l'avait vu dans... qui est vraiment... Bon, après, on rentre aussi dans une forme aussi de désastre un peu dans l'air du temps. Donc, c'est viral. C'est viral. Cécile, c'est viral aussi pour toi, la critique du film. Tous les codes sont respectés, mais pas pour la séquence d'introduction, par exemple, qui n'est pas une scène d'action avec James Bond. C'est autre chose. Donc avec le personnage de Léa Seydoux qui est enfant. Alors justement, Léa Seydoux, oui, elle lui revolte pas vraiment. Elle est là, elle est posée. Elle n'a aucune émotion. C'est assez terrible. C'est un peu le cas déjà dans Spectre. Ah ben oui, c'est carrément ça. L'histoire est très alambiquée. Moi, j'ai eu du mal à savoir qui était le vrai méchant, le méchant qui poursuivait l'autre. Bon, il y en a deux aussi, c'est ça. Oui, il y en a. Oui, c'est ça. Il y en a deux. Il y en a deux. Bon, c'est pré-crise sanitaire parce qu'on a quand même une arme biologique extrêmement contagieuse, mais qui ne contamine pas tout le monde. Bon, Daniel Craig, je l'ai jamais trouvé très bon. James Bond, trop animal, pas assez élégant. Hein, donc bon, là c'est bien que ce soit son dernier, hein, d'autant plus qu'il a 53 ans. Hein. Et un peu Poutine quand même. Oui. Et puis politiquement correct. Q est homosexuel. Alors là, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Et la femme noire dans l'alias 007, ça c'est pareil, c'est une grande nouveauté. Oui. Est-ce qu'on nous prévoit on peut s'attendre à tout. Je sais pas, je pense que si on repart sur quelque chose, on va repartir sur un reboot total de la saga. Là, on peut pas faire autrement. Mais surtout pas une femme. Mais surtout pas une femme. Ceci dit, on avait vachement apprécié, je sais pas si vous vous souvenez, quand Daniel Craig est arrivé, il a quand même redynamisé vachement la saga. D'accord, Casino Royale est mais le problème, c'est qu'à la fin, il est presque devenu une caricature de ce qu'il a voulu. Il s'est enfermé dans un personnage qui, au bout d'un moment, nous a fatigués. Je pense que le problème, c'est qu'on a voulu humaniser trop de James Bond. Et c'était bien dans Skyfall, c'était vraiment, on découvrait un autre James Bond et ça faisait du bien. Que là, du coup, on a voulu aller encore plus loin et du coup, on retrouve plus de James Bond. On a l'impression que c'est un film, un thriller. Oui, il y a des moments, franchement, on a l'impression d'être soit dans Taken, soit dans Fast and Furious, soit dans Mission Impossible. Je suis désolé, les scènes d'action où vous avez des véhicules qui volent à 50 mètres de haut, à un moment donné, faut arrêter, quoi. Là, on est carrément dans du jeu vidéo, quoi. Et moi, c'est le reproche que je fais au film, c'est-à-dire qu'on est dans une surenchère de la scène d'action, comme disait Jean-Luc tout à l'heure, quoi. Il tue 5 personnes avec une balle, par contre, il y a 20 rafales de Kalachnikov et il prend pas une balle, quoi. À un moment donné, c'est un peu too much, quoi. On aurait aimé un peu plus de subtilité dans la chose. Oui, pareil, j'ai trouvé le film bancal. Il tente des choses qui pourraient être intéressantes, mais qui sont exécutées de façon maladroite. Il y a des choses convaincantes, heureusement quand même. Sur 2h40, c'est le film le plus long de la saga, je me suis pas ennuyé. Mais c'est un film très maladroit, avec beaucoup de codes qui sont maintenant complètement éculés, dont il aurait fallu se débarrasser depuis longtemps. Et puis effectivement, ces tentatives, certaines marchent, d'autres pas. Enfin voilà, c'est un film qui est très bizarre en fait, et qui est clairement pas à la hauteur de ce qu'aurait pu être le grand final de Daniel Craig dans le rôle. Ouais, on s'attendait forcément à autre chose. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que quand il passe à la télé, moi je les regarde toujours. Je ne sais pas pourquoi, mais James Bond, depuis même 25 ans... Même les récents, tu mais oui, alors je regarde les récents, parce qu'en ce moment, il les repasse, et je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours été attiré par les James Bond. Je regarde Roger Moore, je regarde Sean Connery, j'allais vous poser la question, justement, de savoir si vous aviez revu avant de voir cet ultime volet, parce que moi j'ai la conviction que si on n'a pas revu au moins Spectre avant d'aller voir Mourir peut attendre. Tout à fait. On peut être. Alors j'ai vu. On comprend pas. On comprend pas. Oui.
On est d'accord. C'est vrai, c'est une suite directe. Parce que le personnage de Léa Seydoux, il est un peu amené comme ça, sans grande explication, quoi. Bah non, c'est ça. La séquence d'ouverture, on la comprend seulement si on a revu Spectre. Parce que moi, j'ai vu Spectre, je l'ai revu pour justement me refaire Mourir peut attendre. Mais avant ça, si je serais resté à ma vision du cinéma, je m'en souvenais plus justement de cette séquence-là. Donc, bon. Le James Bond divise, c'est pas mauvais, c'est pas mal. D'ailleurs, ça divise plutôt beaucoup sur Internet par rapport à comment ça se termine. Voilà, on racontera rien, mais ça fait énormément parler sur les réseaux. Donc, peut-être rapidement un bilan sur Daniel Craig. Est-ce que, voilà, comme Cécile l'a déjà dit, elle est contente que ça se termine pour lui. Moi, j'ai un peu dit aussi, j'ai dit que autant au début, il a vraiment redonné un coup de fouet à la saga, il a redynamisé le personnage, on attendait plus de masculinité, plus ce côté taciturne, on en avait presque envie, quoi. Ils étaient trop glamour, les précédents, mais sauf que là, au bout de 6 épisodes, voilà, on a envie de passer à autre chose. Et qui pour remplacer justement Daniel Craig? Est-ce que là vous avez Jean Dujardin? Jean Dujardin, mais sur Internet, il y en a plein qui l'ont dit. Bon, il est trop Frenchy pour être un espion anglais. Puis il est trop 117. Non, on ne sait pas. Après, c'est difficile. Mais non, mais là on parlait quand même de Brocoli qui va s'en occuper. C'est ça. Voilà. C'est ça aussi. C'est comme ça qu'elle l'a découvert aussi. Elle l'a découvert sur un film anglais. Elle a trouvé beaucoup de charme, beaucoup de charisme. Bon, là, il a quand même pris un peu, quoi, aussi, faut le dire. Oui, il fait quand même bouffe anglais du pub du vendredi soir. quand il revient avec ses poissons, là, sur la passerelle, au bord de l'eau, je dis... Non, mais c'est vrai qu'il a un côté pour de bon, s'il te plaît. Il a un côté très russe aussi, quoi. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Très froid, Voilà, le James Bond, allez le voir, c'est le dernier volet avec Daniel Craig. Allez, on passe au cinéma français dès maintenant avec le nouveau film de François Ozon. François Ozon qui revient avec Sophie Marceau au casting, André Dussolier ou encore Géraldine Peylas. C'est une comédie dramatique tirée du roman d'Emmanuel Bernheim. On regarde la bande-annonce et on en parle après. Ouais, allô? Quoi? Quand? À son réveil, papa pouvait plus se lever et il avait tout le côté droit paralysé. Les filles. Votre père risque de ne plus pouvoir parler, ni s'alimenter. Je veux que tu m'aides à en finir. Tu m'entends? Je vais rien faire sans toi, sans ton accord, rien. De toute façon, c'est à toi qui l'a demandé. C'est un mauvais père. Mais je l'aime. J'aurais adoré l'avoir comme ami. Ce film a également été présenté cette année au Festival de Cannes. Alors, qu'est-ce qu'on pense justement de ce dernier François Ozon, Cécile? Alors bon, c'est tiré d'un roman autobiographique d'Emmanuel Bernheim, qui a déjà travaillé avec François Ozon en tant que co-scénariste sur des films comme Sous le sable, Swimming Pool, 5x2, donc bon, ils se connaissent bien. Bon, alors c'est un film sur la fin de vie, le droit à mourir dans la dignité. Moi, j'ai plutôt été émue par le film. Bon, j'ai pas mal pleuré, mais forcément, on projette aussi des choses qu'on a vécues, peut-être, mais... on oscille entre... Je trouve que la première partie est vraiment lourde, et après, on va passer plus sur le registre de la comédie, presque le thriller, ce qui va arriver à aller en Suisse pour mettre fin à sa vie. Il y a des choses qui sont assez drôles. Sophie Marceau est merveilleuse. Faut qu'elle nous donne sa recette. Oui, non, mais il faut qu'elle nous donne sa recette. Elle rajeunit. Elle rajeunit, incroyable. Les premières minutes, j'avais l'impression de revoir Vic dans La Boum. Elle n'a pas pris une ride, cette femme. Ça, c'est vrai. Alors c'est vrai que c'est son rôle qui est plus développé, parce que bon, c'est le point de vue d'Emmanuel Bernheim, mais c'est dommage parce qu'on voit moins la sœur. Elle est moins impliquée, alors qu'elle est plus intéressante. Bon, je suis assez mitigée, mais il y a des bonnes choses. Et puis je trouve qu'Ozon, il a vraiment une carrière intéressante parce qu'il touche à tout. Il touche à tous les genres, il traite de tous les sujets. Bon, dans le même style, sur le même sujet, je préférais le film de Stéphane Brisé, donc Quelques heures de printemps, avec Suzanne Flon et Vincent Lindon, qui était beaucoup plus dur, plus âpre. Mais... voilà, plus dans le sujet. C'est un drame familial, effectivement, où on colle finalement sur le quotidien du patient et aussi sur le quotidien des proches. Alors, tout est fixé aussi. Alors, il n'y a pas de pathos, on est clair. Ozon, il a sa patte. À un moment donné, il y a quelque chose aussi qui heurte, c'est
c'est Dussolier. Parce que Dussolier, je trouve ce qui est dingue à dire, c'est qu'il cabotine, quoi. Et à un moment donné, il a ses formes de mimique. Alors, évidemment, c'est la crédibilité qu'on met derrière, effectivement, une pathologie qui a un AVC, c'est grave. Mais je trouve que dans la chronologie, il se remet tellement vite qu'à un moment donné, on a l'impression qu'il n'y a plus de fin de vie. C'est-à-dire qu'il est très cynique, il est très tyrannique, on sait très bien quel père il était. Et derrière, les sœurs, ma foi, elles évoluent comme elles peuvent. C'est-à-dire elles peuvent aussi faire des choses, mais on sent que lui, il est vraiment obstiné. Comme il était avant, c'est-à-dire que lui, il veut partir en Suisse et il veut effectivement avoir une mort assistée. Alors tout ça, c'est bien décrit, c'est bien vu, il y a quelque chose qui marche bien, mais je trouve que derrière, il manque un peu, il y a trop de sentiments, c'est-à-dire que Sophie Marceau donne beaucoup. Alors elle fait aussi la bobo de service, c'est-à-dire que feraient les pauvres dans cette situation-là? C'est une famille très aisée. Oui, ils peuvent payer, ils peuvent tout ça. Et ça, c'est dommage. Enfin, c'est pas que c'est dommage, mais moi, ça me dérange. Je sais pas pourquoi. Je veux pas non plus faire du social ni du Dumont. Mais quelque part, je me dis, encore une fois, c'est un film où on traite. Mais Ozon, il est particulier dans ça. C'est vrai que c'est une caste un peu comme ça. C'est le quant à soi. Alors, les filles, à un moment donné, faut bien qu'elles s'engueulent. Après, elles se réconcilient. Après, le gamin, il n'existe plus. Il y a 3 personnages principaux, c'est ceux-là. Et puis derrière, il y a Dussolier aussi qui fait ce qu'il peut. Alors, il est bon, mais quelque part, il est trop. Voilà. Mais il y a la boutade, justement, du personnage de Dussolier sur les pauvres, qui oui. peuvent pas avoir... Que feraient les pauvres? Que feraient les pauvres? Les pauvres, ils n'ont même pas le à ma place que correctement. Non, mais ils le font quand même, ouais. Alors, oui, parce qu'on peut se poser des questions par rapport aussi à la fin de vie, puisque de toute façon, elle est interdite. Puis il y a le côté aussi juridique, là. Il y a un acteur, là, Daniel Melzguich, vraiment qui était bon dans Les Cyrano, qui était bon dans les années 80, et qu'on voit en avocat, un peu comme Léoto, voilà, c'est un espèce de rôle un peu à la Truffaut comme ça, où il arrive et puis il explique aussi que c'est difficile aussi la mort assistée en France, parce que c'est des procédures et elles n'existent pas. Donc on a la loi Leonetti derrière et tout ça. Bon, on a quand même des ressorts, on a quand même des pistes pour pouvoir avancer dans cette histoire. Après, c'est un film, effectivement, qui peut intéresser. Donc, c'est pas le meilleur Ozon. Non, c'est pas le meilleur Ozon. Mais voilà, un message est passé. On s'en remettra vite. Oui, je pense. Donc, on verra le prochain film d'Ozon prochainement. Allez, quelques actualités cinématographiques dès maintenant dans l'émission. Et on commence avec le retour de Christopher Nolan. Et oui, quelques années déjà après Tenet. Et il est de retour pour un nouveau film. Il va s'intéresser cette fois-ci à la création de la bombe atomique dans son prochain film. On connaît déjà l'acteur principal, c'est Cillian Murphy, avec qui il a déjà travaillé plusieurs fois, comme dans Batman, dans Inception ou encore dans Dunkerque dernièrement. Donc le titre du film s'appellera Oppenheimer, comme justement le scientifique qui a inventé la bombe atomique, J. Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique. Le film est déjà daté, il sortira le 19 juillet 2023 dans les salles et le tournage devrait commencer pour début 2022. Autre actualité cinématographique, on va parler d'Indiana Jones et on part sur le tournage du film justement, puisqu'il s'arrête en ce moment, il a surtout lieu du côté de l'Italie et on a découvert un nouveau personnage. On le savait déjà parce que le casting avait été dévoilé, mais on le voit enfin, une première photo est sortie, non pas d'Harrison Ford, parce que ça on l'avait déjà vu dans une précédente émission, mais de Mads Mikkelsen qui lui est là. On ne sait pas quel rôle il va jouer, ça reste un mystère. On découvre justement ces photos de tournage à l'écran. Le film, lui, est déjà daté pour le 23 juillet 2022 dans les salles. Le film retrouvera bien sûr son célèbre interprète, Harrison Ford, qui devrait revenir pour une dernière fois. Il a 79 ans aujourd'hui. Et voilà, le film devrait sortir pour ses 80 printemps l'année prochaine. On a hâte de découvrir tout ça. Et on espère que ça sera mieux que le film dernier réalisé par Steven Spielberg, puisque ce n'était pas lui qui le réalise cette fois-ci. Et dernière news, c'est Timothée Chalamet qui, lui, est toujours à l'affiche de Dune. Il est excellent. Mais là, on le savait, il va lui interpréter le célèbre Willy Wonka dans un reboot. Le célèbre chocolatier donc va être de retour. On se souvient de Johnny Depp dans le film de Tim Burton il y a quelques années. Et justement, sur cette photo-là, on peut voir quelques similitudes justement avec ces deux personnages, mais pas que, puisqu'on peut retrouver aussi
quelques traits du film et de la version de 1971, le portrait de Gene Wilder, également avec le chapeau entre autres. Donc ce film est réalisé par Paul King, c'est celui qui nous a fait les 2 premiers volets de Paddington. Et le film est attendu dans les salles pour 2023, il est en cours de tournage. Bon courage, parce que faire mieux que Tim Burton, ça va être compliqué. Oui, c'est vrai que c'était bon. Ouais. Bon, on est curieux de voir. La jeunesse de Willy Wonka dans ce film-là, on va découvrir ça prochainement. Allez, il est temps de jouer, on s'amuse avec vous. Dès maintenant, vous allez pouvoir gagner vos 2 places de cinéma pour vous rendre dans l'une des salles, vos jeunes participantes de votre choix. La liste est disponible justement sur notre page Facebook, ça tombe bien, c'est là qu'il faut se rendre pour jouer. Vous allez nous écrire en message privé et nous dire justement le titre d'une bande-annonce qui a été volontairement cryptée et masquée. Regardez plutôt. Qui t'a envoyé? Baisse-toi. Viens avec moi si tu veux vivre. Hasta la vista. Et voilà, je pense que vous avez trouvé, on vous aide, on veut que vous alliez dans une des salles participantes, mais je vous le dis, il faut être le premier à donner la bonne réponse et il faut être précis sur le titre, évidemment pour gagner, comme Christian Valvin d'Épinal, qui lui a gagné ses 2 places de cinéma et avait reconnu il y a 15 jours le film Les Bronzés 3, Amis pour la vie. Voilà, c'était le titre qu'il fallait donner pour remporter les 2 places. Bonne chance à tous et on continue avec un autre film, cette fois-ci toujours à l'affiche. Ça s'appelle Les Intranquilles, sélection boîte à films du côté des Cinépalaces d'Épinal, film réalisé par Joachim Lafosse avec Laïla Bekti ou encore Damien Bonnard. C'est un film français que je vous propose, film dramatique. Regardez quelques images et on en parle juste après. Non, je te fais pas confiance. Tu l'avales devant moi. Donc tu me crois pas? Non, je te crois pas. Du coup, Et du coup, tu me crois pas, mais moi je te crois pas non plus. c'est pas drôle. Mais si, c'est drôle. Mais t'es drôle, t'as ri. Regarde, tu ris. Tu ris. T'es contente? Oui. Ouais, je suis contente. Non, bah alors, Oui, non. Tu te fous de ma gueule. Film passé également du côté du Festival de Cannes. Côté presse, 3,9 sur 5 du côté d'Allociné et côté public, 3,6. C'est mitigé. Jean-Luc. Moi? Oui. Je commence. Oui, Benoît. J'ai cru que c'était Benoît. Vous avez vu le film tous les Non, deux, ouais, c'est vrai. c'est vrai, pardon. Ceci dit, je pense qu'on va être à peu près du même avis pour dire que ce film est vraiment une grande réussite. Joachim Lafosse, on le connaît depuis une paire d'années. Il a fait un film qui s'appelait L'économie du couple il y a quelques années, qui était une merveille sur la façon dont un couple pouvait se désagréger à cause de l'argent. Et là, on est un petit peu sur le même principe. On est à nouveau dans le cercle familial avec un couple une famille qui va se désagréger à cause de la maladie. C'est Damien Bonnard qui interprète donc le rôle du père, du mari qui est atteint de troubles bipolaires et dont la maladie va peu à peu briser cette vie de famille, perturber complètement ce couple. C'est des gens qui au départ ont des professions très intéressantes. Elle restaure des vieux meubles, lui il est peintre. Sauf que sa peinture, elle est un peu nourrie par sa maladie. Et quand vient le moment de prendre une décision, à savoir est-ce qu'il faut prendre des médicaments, est-ce qu'il faut traiter ou pas, Damien Bonnard, lui, se réfugie dans une sorte de non-dit, mais carrément presque de refus, d'admettre sa maladie. Et ça va être tout un combat qu'il va falloir mener pour sa femme et même son gamin. Alors c'est rare que les enfants soient mis de manière aussi flagrant au centre des enjeux dramatiques. Mais là, je trouve que la place du gamin est hyper intéressante. Elle révèle énormément de choses. Laïla Bekti, elle également, je trouve, elle est formidable. Damien Bonnard aurait mérité, je pense sans doute, un prix à Cannes. Il est extraordinaire. Ouais. Il est dans des scènes... Beaucoup de scènes où il interprète donc, le rôle d'un peintre. Il est dans la peinture et on sent qu'il a du bagage. Bref, c'est vraiment un film... Et en plus, si tu veux, c'est pas un film rebutant. Le sujet est grave, le sujet est sérieux, l'exaltation de l'humeur, la bipolarité, il faut aussi l'expliquer. C'est pas un film pathologique. Il y a une caméra sur l'épaule qui est là sans arrêt, on est tout près des personnages. Il y a une scène formidable dans la voiture sur une musique de Bernard Lavilliers, Idée noire, où tu vois déjà quelque chose qui illumine ce film-là. Évidemment, il y a ce côté négatif, mais derrière, il y a toute
la souffrance aussi d'une famille qui ne peut pas lutter contre ça. Et ça, c'est bien vu. Il y a une véracité, il y a une crédibilité, parce que le père du réalisateur a été bipolaire. Maintenant, il est guéri, mais si tu veux, il s'est inspiré vraiment de choses vraiment tellement fortes. Et il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas d'artifice, tout est naturel. Je trouve qu'il y a une nature dans ce film qui est extraordinaire. Donc, allez le voir, ne soyez pas non plus frileux en disant qu'est-ce que c'est encore un film. C'est pas un film sur la psy, non, justement, parce qu'il y a des moments aussi qui sont merveilleux, il y a des moments de bonheur, il y a des moments de doute, et il y a des moments aussi où on ne sait pas où on va, et c'est ça aussi, c'est la réalité. Moi, je trouvais que ce film-là est complètement inséré dans une réalité. C'est un film formidable. Mission réussie pour ce film-là. Oui, et bouleversant. Et bouleversant, voilà, mais dans le bon sens du terme. Pour le film. Alors, autre film totalement différent, cette fois-ci, film américain. Candyman, c'est le retour, puisque c'est un remake réalisé par Nia DaCosta. Film d'épouvante américain. Jérôme, quelques mots sur le film. Oui, alors c'est un remake et c'est une suite en fait du film culte des années 90. C'est une suite directe, mais effectivement qui repart un petit peu à zéro. Sur le papier, il est important de noter que le film est produit par Jordan Peele, qui s'est fait remarquer ces dernières années par des films d'horreur qui traitent de l'actualité sociopolitique américaine sur la place des Noirs américains. Donc ici, il y a une tentative de mêler le mouvement Black Lives Matter avec le mythe du Candyman. Et pour aller directement à la conclusion, c'est raté. On s'ennuie. Pourtant, on a l'impression que c'était bien parti. Non, oui, mais sur le papier, c'est pour ça que j'ai dit sur le papier, non, c'est raté. On s'ennuie complètement. En fait, ça ne fonctionne ni du côté de l'horreur, ni du côté du message politique. C'est complètement raté. Ils sont perdus. Voilà. Est-ce qu'on s'est perdu du côté du sommet des dieux avec Benoît, ce film qui a été présenté également à Cannes et sélection boîte à films? Alors non, c'est pas perdu du tout, c'est plutôt même une très grande réussite. C'est l'adaptation du manga de Jiro Taniguchi qui était sorti il y a un peu plus de 10-15 ans, un manga en plusieurs volumes qui racontait comment des hommes étaient capables d'aller affronter les plus hauts sommets du monde par addiction, presque ça. Et donc c'était une œuvre extrêmement ambitieuse, vraiment une bande dessinée extrêmement dense, passionnante, dans laquelle il ne se passe pas forcément grand-chose, mais dans laquelle vous êtes happé. Et le gros risque, le gros challenge, c'était de retranscrire tout ça dans un film d'animation. Et le pari est vraiment réussi. Les dessins sont magnifiques, les ambiances sont extrêmement bien rendues, les décors... Bref, c'est peut-être l'un des meilleurs, je pense, films d'animation qu'on aura à voir cette année 2021. Donc si vous devez en voir un seul, allez voir celui-ci. Allez voir Le Sommet des Dieux, réalisé par Patrick Imbert. Avant de se quitter, on fait le tour des cinémas vosgiens et on commence avec le Ciné-Palace d'Épinal qui vous propose un opéra sur grand écran. C'est Le Rouge et le Noir. Tout ça, c'est en direct et ça aura lieu le 21 octobre à 19h15 du côté des Ciné-Palace d'Épinal. On reste à Épinal justement avec une avant-première du film Illusion perdue. C'est le nouveau film de Xavier Giannoli, le réalisateur de Marguerite, entre autres. Ce film vous est présenté en avant-première donc à Épinal le jeudi 14 octobre à 19h45. Partons du côté du cinéma Majestic, le France, le Volontaire de Remiremont, qui eux vous propose également une avant-première ce vendredi 15 octobre à 20h30. C'est Venom numéro 2 avec Tom Hardy. Le même soir, un ciné-rencontre avec les artistes vosgiens. C'est la deuxième date déjà. Ça aura lieu le vendredi 15 octobre à 20h. Ça s'appelle Chez Narcisse. Et ça sera avec la réalisatrice qui sera là pour vous parler en direct. Hélène Michel Béchet sera là avec Victor Groujean de chez Narcisse directement, qui se trouve au Val d'Ajol. On part du côté de Gérardmer cette fois-ci puisque ça y est, c'est l'heure du festival Graines d'étoiles. C'est déjà leur 14e édition. Elle aura lieu du 18 octobre au jeudi 4 novembre. Plein de films à voir en famille. Donc voilà, on vous conseille d'aller faire un petit tour du côté de Gérardmer. Et puis, on va faire un petit tour également sur les sorties cinéma à voir dans cette quinzaine. Et avec, à partir du 13 octobre, Le Dernier Duel. C'est le nouveau film de Ridley Scott. Là, je pense qu'on est tous impatients ici de voir ce film-là. En tout cas, la bande-annonce donne bien envie. De même pour Eiffel, le nouveau film de Martin Bourboulon avec Romain Duris au casting vous sera présenté. Et pour les enfants, pour la famille, ça tombe bien, c'est la saison d'Halloween. La famille Adams numéro 2, Une virée en enfer, sort le 13 octobre également.
Et la semaine prochaine, à partir du 20 octobre, vous pourrez voir donc Venom numéro 2 avec Tom Hardy. Tout nous sourit, c'est une comédie française avec Elsa Zieberstein. Et enfin, Le Trésor du petit Nicolas de Julien Rapneau avec Jean-Paul Rouve et Audrey Lamy pour la première fois en parent du petit Nicolas. Tout ça, c'est à découvrir donc dans les salles obscures vosgiennes. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans 15 jours. N'oubliez pas de vous amuser et de jouer avec le jeu pour gagner nos 2 places de cinéma. Et nous, on vous dit en attendant, passez du bon temps dans les salles obscures. À très bientôt. Merci de votre fidélité. C'était votre programme cinéma avec O2. Chez O2, on se contente pas juste de garder les enfants. On fait des activités avec eux pour les éveiller. Si vous cherchez une nounou, ne regardez pas dans les petites annonces. Contactez O2 et vous trouveront la nounou parfaite pour votre famille.